Ok, donc on avance un petit peu sur le sujet des sauvegardes. Donc, du coup, on va refaire un point, un essai aussi, du coup, sur... Monsieur. Ah, j'ai pas mis l'écran, je croyais. Allô? Oui, voilà. Moi, ça marche pas chez moi, Qu'est-ce qu'il te dit? pas que. J'ai deux messages d'erreur. C'est Shadow Volume. Oui, oui, je suis Oui, copie, oui. c'est rien ça. En fait, c'est un service qui te permet de sauvegarder, y compris les fichiers qui sont ouverts. Donc, si Mais tu moi, donc les fichiers je que peux pas avancer. toi tu sauvegardais, c'était des fichiers qui étaient fermés. Donc c'est Attendez. pas grave comme message d'erreur. Non, il me dit erreur trouvée. S'il vous plaît, consultez le journal d'installation. Quand je fais OK, il va. Ouais, mais en fait c'est ça, c'est le Shadow Volume Copy qui fait un problème, mais ça n'empêche pas le programme de fonctionner. OK. Mais du coup c'est normal qu'ils te mettent l'erreur. Du coup, il faut prendre le premier. C'est-à-dire le premier. Ah, Attends, je vais monsieur, voir l'option. monsieur. Euh, Nourdine, Allô, si tu parles, je t'entends à peine. vous m'entendez là? Un peu mieux. Ah ouais. Ah, putain. La connexion. Je déconne. Là, allô? Oui, je t'entends à peu près. Vas-y, essaye de pas. Mais sinon, si tu peux arriver à être Ah, un vous peu plus m'entendez fort, là, monsieur? c'est un peu mieux là. Ouais, je disais, moi j'ai un problème avec l'installation de Cobian. Ça, je sais pas ce qui se passe. Est-ce que pareil, il te parle pas de Volume Copy? Non, moi ils me disent en anglais de regarder, je crois, le Le log journal? de Oui, l'installation. mais à mon avis, c'est ça. Je pense que c'est le même. C'est le Shadow Copy que tu Mais as, j'arrive que tu pas du laissé tout à cocher à installer. l'installation. J'arrive pas du tout à installer. J'ai relancé plusieurs fois. Enfin, quand Il est tu où? lances l'installation, tu regardes bien, il y a un moment, il y a un endroit pour décocher Shadow Copy. Vas-y, je relance. Hmm. Allô? Oui, Monsieur. oui. Ça veut dire pour. Donc là, du coup, ce que je vais montrer, voire remontrer, parce qu'il me semble que je l'avais peut-être déjà montré au début, complètement au début, c'est la sauvegarde pour sauvegarder un ordinateur Windows 10, pour pouvoir l'utiliser pour restaurer le système en cas de faille généralisée. Donc est-ce que vous pouvez me confirmer ou pas si je l'avais déjà montré ou pas? Mais bon, de toute façon, je vais le remontrer, ça ferait pas de mal. Juste si on peut me le confirmer ou pas. Non, d'accord, ok. Pas pour moi, je pensais. Euh, C'est pas grave, ça va avec le programme du jour. Et voilà, il est là. C'est bien, on prend un autre. Je l'ai déjà installé. Je vais prendre celui-là.
Ah oui. Je vais mettre les tools. Un peu plus joli. Embêter. Sinon, je vais le faire avec la machine physique directement. Ok, c'est pas grave, je vais le faire avec la machine physique. Ah, c'est bon, elle a voulu. Donc, voilà. Une fois que vous êtes sur le Windows, donc déjà on va activer le deuxième disque. On va lui donner une lettre. Voilà, ça c'est la première étape, il faut que le disque soit disponible et qu'il ait une lettre pour que Windows puisse enregistrer les informations dessus. Dans ce cas-là, rien de compliqué. Ici, dans la barre de recherche, on tape Save, sauve plutôt, pour trouver les paramètres de sauvegarde. Donc ici, on a une sauvegarde de fichiers qui est possible en utilisant un lecteur. En général, on prend un lecteur externe pour faire ça, mais on peut prendre une autre partition du disque, enfin un autre disque dans la machine, ce qui permet de sauvegarder un certain nombre de fichiers directement à partir de Windows. Donc ça, c'est une autre façon aussi de pouvoir sauvegarder des fichiers. Mais là, ça veut dire qu'il faut quand même que ce soit un disque qui soit en général branché soit à l'intérieur, soit en externe, mais du coup pas loin de la machine. Mais là, ce qui va nous intéresser pour la sauvegarde du système, c'est ça. C'est l'outil de sauvegarde et de restauration Windows 7. Donc oui, ça peut paraître bizarre qu'il parle de Windows 7, mais en fait, c'est toujours le même outil depuis. Il fonctionne toujours avec les différentes versions. Donc on clique dessus. Ici, il nous dit que c'est pas sauvegardé. Je sais plus si je peux monter la colonne ici. Donc là, il dit que la sauvegarde n'est pas configurée. Donc là, on fait configurer la sauvegarde. On dit où on veut enregistrer la sauvegarde. On voit ici qu'on peut même enregistrer sur le réseau. S'il y a un NAS, par exemple, on peut envoyer directement la sauvegarde sur un NAS ou sur un serveur qui aurait un partage. Donc là, on va prendre le disque classique pour l'essai, mais après on pourrait du coup prendre le réseau. Là ici, soit Windows, on le laisse choisir ce qu'on veut, ce qu'il veut sauvegarder
soit on peut nous choisir ce qu'on veut. Donc si on a en général, si tous nos documents et tout sont bien dans notre répertoire utilisateur avec documents, vidéos et tout, si tout ça est, si tous vos documents sont classés là-dedans, vous pouvez laisser Windows choisir, il n'y a pas de souci. Sinon, on pourrait du coup rajouter des éléments si on avait fait des modifications. Là, ici, on peut aller rechercher des répertoires supplémentaires, autres que les bibliothèques par défaut. Mais là, je vais revenir par exemple au choix de Windows automatique, parce qu'on va dire que les documents que je sauvegardais sont directement dedans, dans le répertoire utilisateur. Ici, il dit qu'il va sauvegarder tous les utilisateurs, les bibliothèques et documents de tous les utilisateurs qui étaient connectés à l'ordinateur. Il va mettre l'image système, ce qui est obligatoire, parce que si on ne met pas l'image système, on ne pourra pas restaurer l'ordinateur dans l'état où il était. Donc ici, on peut modifier à quel moment on veut faire la sauvegarde. Donc on peut le faire tous les jours, toutes les semaines, tout le mois, ça dépend en fonction de ce qu'on a envie. Donc là, dans le cadre de l'exercice, je vais le laisser tel quel, même si de toute façon le dimanche il n'est pas allumé. Mais après, s'adapter en fonction des moments où la machine à sauvegarder sera allumée. Et après, tout simplement, on enregistre et la sauvegarde va démarrer. Donc là, on lui laisse quelques minutes, parce que forcément la première initiale, elle est toujours plus longue. Les fois d'après, il va mettre à jour que les documents qui ont été changés. Si un document n'a pas été changé entre deux archives, enfin entre deux sauvegardes, le document ne sera pas remis à jour. Ce qui fait gagner du temps. Mais là, la première, comme du coup, il doit avoir une trentaine de gigas à sauvegarder, on peut voir ce qui se passe dans le gestionnaire de tâches. Donc, le disque, pas sur le... Mais bon, on voit qu'il travaille et qu'il fait ses affaires. Donc là, on va le laisser finir. Il n'y a rien de compliqué, et ça, normalement, vous pouvez le faire même avec vos PC classiques, c'est sur toutes les versions de Windows. C'est pas un élément qui est lié forcément à un Windows Server ou à des documents ou à des Windows Pro. C'est dans toutes les versions de Windows qu'il y a ça. Donc bon, on voit que ça va quand même assez vite. Même si c'est l'initiale qui est plus longue. Je laisse finir parce que du coup après je vais vous montrer aussi comment restaurer une sauvegarde. C'est bien de savoir la faire, mais il faut aussi savoir comment l'utiliser.
presque. Le temps qu'ils finissent, des questions, un truc à voir là-dessus. Peut-être qu'au début, j'en ai peut-être juste parlé dans les choses qu'on allait voir, et puis je me suis dit que j'allais le faire au moment de parler des sauvegardes, peut-être. Et j'ai eu un doute. Voilà, il avait préparé les trucs, maintenant il est en train de copier. Il commence disque la tour par rapport à l'autre. Là, on voit qu'il est vraiment en train de copier maintenant. Voilà. Donc là, on voit que par exemple, la sauvegarde, elle fait 11 Go 40. Parce que là, il la compresse en même temps et tout. Ok. Donc ça, c'était la première partie de faire une sauvegarde. Et ensuite, maintenant, on va voir pour la restaurer. Donc pour accéder au menu de restauration, il y a deux possibilités. Soit on se déconnecter. Soit vous n'arrivez pas à rentrer dans Windows, mais vous avez quand même accès à ce menu-là. Vous avez accès à ce menu-là, mais pour une raison ou pour une autre, vous n'arrivez pas à rentrer dans Windows même. Dans ce cas-là, on peut faire un clic gauche ici, on se met sur redémarrer, et avant de cliquer, on maintient la touche Maj. Ce qui nous permet d'arriver ici. L'autre possibilité, si jamais vous n'avez même pas atteint ce menu-là, c'est possible. Hein. Si le secteur de boot est HS, ça peut arriver. Donc dans ces cas-là, sur une machine physique, vous utilisez une clé de boot, soit en mode Ventoy, soit en mode Windows directement. La clé de boot que vous avez fait tout au début. Et ensuite, sinon, si vous êtes sur une VM et que vous le faites en test sur une VM, vous venez ici, vous vérifiez que l'ISO soit toujours valide au niveau du CD. Et là, vous pouvez aller ici, à côté de la petite flèche, à côté de la flèche, et vous avez PowerPoint ou Firmware. Et ça va en fait vous emmener dans le BIOS, dans le boot manager. Et donc ici, vous choisissez le CD sur lequel vous voulez booter. Si c'est une clé de boot, bah vous choisissez la clé de boot que vous avez mis. Donc là, comme si vous étiez en train de refaire une installation.
mais on va pas faire une installation. Mais la procédure est la même. Donc ici, vous choisissez la langue, sans pas de problème. Par contre, ici, vous allez aller là, réparer l'ordinateur. Donc, il vous montre le même menu que tout à l'heure. Bon, un peu plus petit, un peu plus petit ici. Ensuite, vous allez dans dépannage. Dans dépannage, vous avez pas mal de choses qui peuvent vous aider. Normalement, j'avais déjà vu. Par exemple, on peut accéder à un CMD. On peut modifier certains éléments au moment du démarrage de Windows pour passer en mode sans échec. On peut désinstaller des mises à jour si c'est après une mise à jour que l'ordinateur s'est mis à avoir des problèmes ou qu'il a craché après une mise à jour. Donc dans ce cas-là, on peut désinstaller des mises à jour pour revenir en arrière et en théorie, ça devrait refaire fonctionner l'ordinateur. Ici, ça va vous emmener dans le BIOS. Restauration du système, ça c'est pas la sauvegarde. C'est est-ce que vous vous souvenez des points de restauration? Que Windows peut faire automatiquement. Donc les points de restauration, en fait, c'est Windows s'ils sont bien activés. Bah, du coup, j'irai montrer comment les activer s'ils ne le sont pas. Ça fait que Windows, en fait, avant de faire une mise à jour ou d'installer des logiciels, en fait, il fait un point de restauration pour justement, si la mise à jour ou le logiciel a posé un conflit, et ben à ce moment-là, ça va permettre de revenir à l'état avant que le logiciel ou la mise à jour soit installée. Donc c'est pour ça que c'est intéressant de regarder que ça soit activé. Parce que des fois, si quelqu'un a installé un programme mais qu'il a mal installé et que ça a viré des trucs, on peut arriver à le remettre. Mais ça marche pour les installations de programmes et de mise à jour. Si c'est des fichiers qui ont été retirés à la main, là, ça ne va pas marcher. Et donc, c'est ça qui permet de faire cette option-là. Donc ça, c'est une option qui est quand même aussi intéressante si vous devez dépanner des ordinateurs. Des fois, il peut suffire que juste la restauration peut suffire à régler les problèmes plutôt que de restaurer l'image entière. Mais ça dépend, des fois on n'a pas le choix et des fois ça marche pas quand même. Après, vous inquiétez pas si quand vous lancez la restauration du système qui tourne et tout, qui restaure des choses et qu'à la fin il dit que ça n'a pas marché. Je sais pas pourquoi ça le fait régulièrement, mais en réalité ça a marché quand même. Donc des fois, il faut réessayer parce qu'il faut essayer de voir si ça a bien résolu le problème parce que même si ça met un message d'erreur. Donc ça ici, ben, je vais y passer, voilà, on va bien voir. Donc là, il demande quel système je veux restaurer. Enfin, à partir de quel système je veux récupérer un point de restauration. Donc là, par exemple, on voit que j'avais fait il y a eu un dernier point de restauration qui était le 19, donc aujourd'hui, à midi. Et là, si je fais rechercher les programmes concernés, il y a tout ça là qui qui risque de modifier, qui aurait pu porter des modifications. Donc bon, là, j'en ai qu'une, donc je vais revenir en arrière. Mais on peut en avoir plusieurs des fois et on peut avoir besoin de repartir un peu plus en arrière en fonction des difficultés.
mais ça concerne vraiment que les programmes. Les documents ne sont pas impactés. Donc ici, je refais des panages, et là, ce qui nous intéressait, nous, c'est l'image système, récupération de l'image système. Donc là, il nous demande le système. Ici, comme le disque est directement monté et tout, il n'y a pas de problème. En général, il nous détecte bien la dernière. Donc ici, on revoit à quel moment le disque qui va restaurer, qui a été enregistré. On voit la date et l'heure de la dernière sauvegarde, ce qui permet de se repérer si on est cohérent, si on a un doute sur l'heure. Le nom d'ordinateur concerné. Et ici, c'est si on veut choisir une autre image système, si on avait plusieurs. Et avancer, c'est pour aller chercher directement sur le réseau l'image si on avait enregistré sur le réseau directement. Après, bien sûr, il faut que la machine, même en panne ou en restauration, ait quand même accès au réseau. Si vous n'avez pas accès au réseau, c'est pas forcément le plus utile de mettre sur le réseau la sauvegarde. Là, je vais pas rien, donc je vais faire suivant. Donc là, en fait, il va formater le disque et le remettre en fonction du système qu'on a mis. Parce que si on ne met pas ça, on pourrait ne pas le formater, mais s'il y a déjà des données et tout, ça risque de rentrer en conflit, les partitions et tout. Donc du coup, je fais ça. Mais si on a plusieurs disques, dont certains qui ne sont pas concernés par la restauration, parce qu'on a un deuxième disque qui est D, enfin qui est E, on va dire, on peut l'enlever. Voilà, ici, il dit c'est si on veut cocher ou pas qu'il redémarre automatiquement à la fin. Bon, là, on va le faire. Et ici, il peut vérifier les disques aussi pour voir s'il n'y a pas d'erreur sur les disques en même temps. On laisse comme ça. Ça, c'est s'il y avait des pilotes spécifiques pour faire reconnaître le disque. Et là, c'est pas le cas. On fait suivant. Il récapitule ce qu'il va faire. Et on lance. Et là, après, on le laisse restaurer. Donc, du coup, c'est intéressant d'avoir quand même ça sur certains postes qui peuvent avoir besoin d'être restaurés rapidement en cas de problème. Parce que ça va plus vite que de tout réinstaller, puisque du coup, il n'y a pas besoin d'installer toutes les mises à jour, tous les programmes, de récupérer tous les fichiers. Les fichiers, les programmes et tout ça vont automatiquement venir. Donc si votre Windows était à jour avant la sauvegarde et la restauration, bah, du coup, le Windows sera tout autant à jour quand vous l'aurez restauré. Et là, vous pouvez voir que ça va assez vite. Enfin, la sauvegarde faisait 11 Go, mais elle était compressée, donc ça devait faire 30-35 Go au total. Et du coup, on va relativement vite. Ah oui, c'est parce que c'était que... On démarre.
Et donc là, ça a mis à peu près 4 à 5 minutes pour restaurer le système. C'est même plus court que d'installer Windows de base. Donc ça, des fois, ça peut être intéressant, même ne serait-ce que pour vous, ou des fois pour dépanner chez quelqu'un vous lui mettez en place la sauvegarde, comme ça, après, en cas de problème, vous avez déjà une image de base de fait, et après, éventuellement, il y a quelques modifications à reprendre au besoin. Mais ça vous évite de tout refaire. Là, après, il est un peu long à se connecter, mais ça c'est normal, parce que du coup, je suis plus sur le réseau du serveur. C'est pour ça qu'il a mis un peu de temps à se connecter. Donc là, bon, j'aurais pu installer effectivement un programme ou deux pour voir la différence après avec la restauration, mais là, en tout cas, ça a bien restauré. Et si on revient au menu, donc on a bien notre sauvegarde et il nous dit qu'elle est toujours paramétrée. Voilà, et après, si on veut, on peut la désactiver sur le côté. Donc ça, c'était pour la sauvegarde du système Windows. Est-ce que du coup, il y avait des questions là? De toute façon, après, vous allez faire un petit essai du coup. Je vais juste vous montrer du coup où activer les points de sauvegarde pour vérifier s'ils sont bien activés. S'il n'y a pas de questions. Non, si tu veux faire le WDS, faut qu'il soit dans un format spécifique. Là, il n'est pas dans un format WIM. Donc, il n'est pas exploitable directement par le WDS. Normalement, en fait, ce qu'il y a, c'est que la restauration système comme ça d'une machine, normalement, elle est censée concerner qu'une seule machine. Elle n'est pas faite pour déployer sur plusieurs machines. C'est pas son but. Dans la théorie, oui, on pourrait le dupliquer comme ça. Ça va correspondre plus ou moins à un élément qu'on va voir, un clone. Donc on pourrait effectivement, dans la théorie, l'utiliser aussi de cette façon. Mais c'est pas compatible directement avec le WDS. Sinon après, c'est carrément on relance une installation à partir du WDS. Et du coup, c'est quand même plus long que de restaurer la machine, parce que des fois, la machine, on peut en avoir besoin rapidement. Il ne faut pas qu'elle reste longtemps à l'arrêt. Donc, avec la restauration de système, en général, on est plus rapide que de refaire une installation complète. Et le clone, c'est ce qu'on va voir après. Là, je vais déjà vous montrer pour les points de restauration. Donc là, du coup, vous allez dans le Windows.
tapez rest pour restauration. Et ici, vous allez trouver créer un point de restauration. Et ici, on peut voir par exemple que la protection sur le disque E et surtout sur le disque C est désactivée. Donc du coup, ça veut dire qu'il n'y aura pas de points de restauration qui vont être effectués, donc vous ne pourrez pas revenir en arrière en cas de souci avec des programmes par exemple. Donc du coup, vous faites simplement configurer. Vous l'activez. Et ici, vous mettez combien de pourcentage maximum la restauration système va utiliser sur le disque. Si ça dépasse, il va supprimer des anciens points de restauration pour faire de la place pour les nouveaux. Donc on fait OK. Et là, du coup, on va en créer un tout de suite. Je vais appeler base, par exemple. Là, il vous dit que c'est pas la peine de rajouter la date et l'heure. Ça sera automatiquement rajouté. Donc vous n'avez pas besoin de le préciser directement dans le titre. Et donc après, ici, on peut lancer directement à partir d'ici la restauration du système si on a accès à ce menu-là. Sinon, si vous n'avez pas accès à ce menu-là parce que vous n'arrivez pas à rentrer dans Windows directement, bah, soit vous arrivez quand même au menu du choix d'utilisateur, vous refaites la méthode de tout à l'heure, c'est-à-dire de rester appuyé sur Maj pendant que vous cliquez sur redémarrer. Ou sinon, vous mettez une clé de boot ou un CD de boot en mode virtuel pour pouvoir le faire. Donc là, je vais vous laisser une 20 à 30 minutes maxi pour faire un petit essai là-dessus. Normalement, ça par contre, je dois quand même avoir aussi déjà la doc dans le drive normalement. Je vais relancer l'enregistrement. Et du coup, CloneZilla va nous permettre de cloner un disque et de le recopier vers un autre. Donc voilà le site. Et en fait, ça va fonctionner. Il va lancer une version de Linux directement à partir du CD pour faire les opérations. On va booter dessus et on va pouvoir faire les différentes opérations que l'on veut. Donc là, je vais télécharger la stable ou l'alternative du moment qu'il faut que ça soit une stable, c'est le principal. Donc ici, architecture, on vérifie bien que c'est bien AMD 64. Le fichier, on va directement récupérer un fichier ISO, pas la peine de passer par un fichier zip. Ensuite, on fait download. Je vais vous mettre le lien, comme ça si vous voulez déjà tester. Non, on le reverra. Bon, donc là,
Il me l'a mis dans le téléchargement. Maintenant, je vais aller du coup sur ma machine virtuelle. On va réutiliser la même que tout à l'heure. Pas celle-ci, c'est celle-ci. Donc là, je vais l'arrêter. On va devoir booter sur un ISO. Ici dans les settings, on va remplacer l'ISO qu'on a déjà par la nouvelle ISO qu'on vient de charger. Et ici, on va booter sur le firmware pour pouvoir choisir directement le bon boot. Donc, étant donné que c'est une isoconamie, donc c'est le lecteur CD. Donc là, il y a différents modes pour le charger. Donc là, c'est affichage normal, affichage géant. Il le stocke en RAM. Là, c'est dans un affichage avec des grandes polices et le stock dans le RAM. Je vais essayer de faire celui-là. Après, il y a des infos, il y a pour tester la mémoire et tout. Ça, c'est pour du coup rebooter ce Windows si finalement c'était pas ça, Windows ou Linux si c'était pas ça qu'on voulait. Mais là, je vais utiliser la troisième. Après, peu importe vous preniez les trois, ça sera identique le fonctionnement. Il doit y avoir des petites différences de vitesse. Là, on le laisse mettre dans la RAM. Donc ici, on choisit la langue. On change le clavier des fois qu'on ait besoin de taper un mot de passe. Pourquoi ils ont pas placé par langue? Enfin, sinon, vous ne changez pas. Voilà. C'est après qu'il change. Okay.
demande de changer. Donc, on va le mettre en français classique. Le clavier, c'est un classique. Pas de touche compose. Je crois pas que j'en ai une. Voilà, donc normalement après, vous arrivez ici. Démarrage. Après c'est en ligne de commande. Effectivement, on peut faire les choses en ligne de commande. Si on veut. Donc ici, il y a plusieurs modes. Donc là, c'est disque partition. Donc c'est une partition qu'on met vers une image qui nous servira pour d'autres documents, pour d'autres clones. Éventuellement par la suite, si on ne peut pas forcément déplacer les éléments vers le même PC. Mais si on peut mettre le deuxième disque aussi dans le PC, on va plutôt prendre, c'est ce qu'on va faire là, partition vers partition. Et votre source, parce que ça, on peut le faire aussi à distance. Donc ça, c'est pour capturer une source qui est à distance. Là, c'est pour envoyer vers une machine qui est à distance. Là, c'est un petit serveur qui est utilisé plutôt pour le déploiement massif. Ce que j'ai surtout utilisé, c'était vers image ou partition. Donc là, on va faire partition vers partition. Enfin, partition ou disque, parce qu'on peut cloner juste des partitions et non pas tout le disque. Donc là, normalement, de base, vous ne devriez pas avoir besoin d'options spécifiques, donc on va utiliser les options par défaut. Ici, donc, on dit qu'on va faire le disque entier vers le disque local, le disque local vers le disque local. Et ici, on peut choisir juste des partitions. Donc là, on va faire tout le disque. Donc, ici, on choisit la source, c'est-à-dire là où il y a les fichiers d'origine. Donc, normalement, le premier que j'avais dû faire, ça devait être le NVMe. On va vérifier juste dans l'ordre des disques. Non, justement, c'est le contraire. Donc, a priori, je revérifie ici. Non, 00, donc c'est ça, c'est le NVMe. Et le SCSI est 00. Bon, du coup, là, j'ai une chose sur deux que ça marche, mais en même temps, le principe, c'est pour vous montrer. C'est que là, du coup, il faut être sûr, normalement, de quel est le disque qui a été mis en premier. Donc, normalement, c'est censé être dans l'ordre de VMware. Donc, ça devrait être le SCSI qui a été créé en premier. Donc, on va essayer ça. Donc, je vais dire que la source, c'est mon SCSI. Et ensuite, on détermine où on veut déployer, où on veut cloner les éléments. Donc bon, là, on n'a qu'un disque. Donc,
On le choisit. Donc là, c'est si on veut vérifier le système de fichiers en même temps qu'on fait le clone. Donc après, ça va prendre du temps, ça peut prendre du temps supplémentaire si vous faites ça. Mais si vous voulez être sûr que les données soient bien valides et tout, ça peut valoir le coup quand même de le faire. Donc là, pour l'instant, on va le faire sans. On s'y appliquera à un moment. Donc là, ici, il vous dit que normalement, il faut faire attention parce qu'il ne peut pas cloner d'un grand disque vers un disque plus petit. Donc là, du coup, je vais utiliser la table de partition disque source. Si on fait créer partition proportionnellement, ça va permettre qu'il augmente la taille de la partition principale directement. C'est-à-dire que par exemple, vous avez un disque de 156 Go que vous clonez sur un disque de 512 Go ou 1 Tera même. Si on fait la première possibilité, vous allez vous retrouver avec 250 ou plus d'espace libre qui seront pas affectés. S'il fait proportionnellement, il va agrandir directement des partitions pour occuper tout l'espace du disque. Donc là, de toute façon, les disques ici sont de la même taille. Donc j'utilise le premier. Et ici, par exemple, pour être sûr que savoir que c'est bon quand c'est fini, je vais lui demander de s'arrêter. Et ici, là, il vous met la ligne de commande à taper si vous voulez lancer après directement en ligne de commande. Ce qui peut être utile éventuellement, parce que comme ça, si vous avez derrière 10 disques à cloner, bah, c'est plus rapide après de refaire la commande que de repasser dans les menus, de refaire attention où l'on clique. Et là, du coup, une fois que c'est bon, on fait entrer. Donc là, il nous pose la question en disant attention, tout va être écrasé. Donc, c'est dernière étape, si on a un doute, c'est le moment où on peut s'arrêter, où il faut s'arrêter. Mais là, on est sûr. Enfin, sûr entre guillemets. J'ai une chance sur deux de recopier le disque vide sur le disque plein. Donc là, il repose la question encore une deuxième fois. Il fait différentes opérations d'analyse, de mise en mémoire et tout. Et là, du coup, on voit le progrès et la vitesse. Oui, bon, ok. Ah non, ça c'était la première partition. Donc c'est pour ça qu'elle était courte. Et donc là, il nous dit qu'il va en avoir pour à peu près 4 minutes pour le faire.
Donc du coup, dans ce cas-là, non même moins, là, il a accéléré. Donc on voit quelques informations, notamment à quelle vitesse il travaille. Donc elle est presque à 10 gigas, 10 gigas par minute. Donc étant donné que là, l'image compressée tout à l'heure faisait 11 gigas, on doit avoir à peu près 35 gigas de données à peu près. Ah bah non, c'est marqué au-dessus, il y a 15 gigas. Je vais faire différentes opérations pour mettre les partitions. A priori, il a fini. Et on sait que c'est fini parce que c'est arrêté. Du coup, est-ce que celui-là... Donc là, c'est le SCSI qu'on a normalement mis sur le NVMe, qui était en théorie disque vide. Donc on va remove celui-là, comme ça pour montrer qu'il n'y a bien qu'un disque, il n'y a bien que le disque sur lequel on a envoyé les choses. Mais je pense que j'ai fait l'erreur et c'était bien le NVMe que j'avais dû créer en premier. C'est pour ça que là, j'ai plus de système. On va remettre l'autre disque. On va vérifier. Enfin, l'autre disque normalement devrait plus avoir de système non plus. Parce que si j'ai pas cloné le bon. Donc c'est juste ça qu'il faut faire attention, c'est pas se tromper de disque. Parce que ça m'est déjà arrivé moi en réalité, vraiment hein, pour de vrai, de me tromper de disque en faisant un clone. Je discutais avec quelqu'un en même temps que je faisais. Et du coup, bah, on s'est trompé de disque, on a cloné le vide sur le plan. Donc on était bon pour tout recommencer. Donc là, je vais ajouter un disque qui existe déjà. Je ne vais pas le mettre dans NVMe. Donc c'était SRVCF. Non. Une CF. Et c'était le 0. Donc oui, là c'est ça, c'est le 0. Donc je vais booter sur le SCSI. Mais logiquement, ouais, c'est ça. Comme j'ai pas mis le. J'ai pas cloné le bon, ça ne fonctionne pas. Bon, on va remonter sur une vraie machine et à la limite on va utiliser l'autre mode.
Donc là, déjà sur cette première partie-là, disque à disque, est-ce qu'il y a des questions? À part le fait de faire attention à prendre le bon disque. Je vais mettre même un peu plus gros comme ça. Et je vais mettre le code. C'est bon, j'ai oublié de. J'ai oublié de passer par le BIOS pour le booter sur le CD. On laisse se charger en RAM. Accès plus rapide. Bon, en même temps, il n'y avait pas. Là, avec ces options-là, il n'y avait pas besoin de taper des choses, mais on va quand même le remettre en français. Ok. Donc, je redémarre Claude Zia. Où là, je vais créer une image. Donc là, on peut l'envoyer par SSH. On peut monter un partage champ de base si on en a un de disponible. Un partage NFS. Si on a sur une machine, on avait un partage NFS, on peut envoyer l'image directement dessus. Ici, je vais monter un périphérique local pour mettre le deuxième vraiment USB. Donc là, il a vu les deux disques. Donc ce qu'on va vouloir monter, c'est le SDA. Ok, donc CTRL C. Maintenant qu'on a vu notre disque. Après, voilà où je pourrais brancher une clé USB pour qu'il le reconnaisse. Je vais essayer vite fait pour montrer. Ça me propose bien la fenêtre de choix. Pas le choix dans VMware au lieu de monter.
Il me l'a pas mis le choix. C'est pas grave. Si, du coup, là, si c'était il m'avait proposé le choix avec le disque que j'avais branché en USB, il aurait dû me le proposer. C'est pas grave, on va continuer comme ça. Euh, il ne propose pas l'autre. Bon, on va prendre la partition la plus grande, on va voir ce qu'il nous dit. Donc ici, on ne refait pas la vérification du système de fichiers pour la réparation. Donc ici, il demande où est-ce qu'on veut le mettre. On va le mettre dans User, public. Et après, là, on va repartir sur les options. J'ai un petit doute ce qu'il y a dans l'expert. Donc là, on veut sauvegarder le disque local dans une image. Là, ici, on peut donner un nom. Ah, ouais, non, moi, je suis coincé, il n'a pas voulu monter le bon disque. Parce que là, il me propose le disque source, mais sauf que le disque source, c'est celui que je sais, ce coup-là qui est vide. Donc c'est pas bon. Il voulait vraiment un autre périphérique, un autre disque qui était initialisé, a priori. Bon, je peux le faire, hein, mais l'image sera vide pour montrer la fin. Donc là, on va juste copier le disque dur. Là, c'est si on veut couper l'interface graphique pendant le clonage, enfin pendant qu'il fait l'image. Ça, c'est pour éviter qu'il vérifie si c'est des fichiers NTFS l'intégrité, pour gagner du temps. Et ça, générer les sommes de contrôle, des fois, ça peut servir pour vérifier si tout est bien fait. On va faire du son. Donc après, c'est les choix de différents choix de compression. Donc ça, on n'avait pas tout ça tout à l'heure parce que c'était le mode simple. Mais après, il n'y a pas forcément toujours besoin non plus de passer par le mode avancé. Là, on va mettre pas de compression. Ça, c'est si on a besoin de découper un fichier parce que on doit le déposer sur un système de fichiers mais qui ne prend pas les
fichiers de grande taille. C'est-à-dire par exemple le FAT32 est limité à 4 gigas de taille de fichier, c'est ce qui vous rappelle. Normalement le XFAT a une limite améliorée, mais bon, c'est pas forcément mieux autant que possible utiliser du NTFS. Sauf si vous avez besoin de transférer des fichiers entre plusieurs systèmes d'exploitation qui ne sont pas des Windows. Donc 0, si on laisse à 0 comme ils ont mis là, on ne va pas découper l'image de sortie. Donc on ne revérifie pas. Là, c'est pour savoir si on veut vérifier l'intégrité de la sauvegarde qu'on a faite, de l'image qu'on aura faite. Ça, c'est intéressant. Parce que si on fait le clone, mais que le clone ne fonctionne pas parce qu'il y a eu des problèmes pendant le transfert. Ici, on peut décider ou pas de chiffrer l'image. Donc là, on ne va pas le faire. Et là, on va remettre PowerOff. Bon, normalement, là, ça va aller si vite. Hein. Oui, parce que du coup, comme il n'a rien trouvé sur la partition, il n'a même pas essayé. Il dit que c'est no input device. Donc là, on pourrait recommencer en éliminant certaines étapes pour essayer de corriger. Là, du coup, c'est pas bon. Voilà, c'est juste que là, du coup, il n'a pas reconnu, il n'a pas voulu reconnaître le disque externe que j'ai mis pour bien mettre l'image. Et après, bon, comme j'ai un peu modifié mes trucs, c'est pour ça que j'ai pas tenté non plus après par le SSH. Mais on peut le faire, du coup, ça permet directement d'être sur un serveur et après de pouvoir aller rechercher à distance l'image pour la réappliquer sur des disques. Et donc comme ça peut permettre de faire des clones d'un disque à un disque pour aller plus vite parce que le clone, on peut l'avoir fait directement avec des programmes. Et donc du coup, ça évite de réinstaller tous les programmes derrière. Donc on ne va pas forcément le faire là, on fera un petit essai directement ensemble de Mansa du clone Zia. Et là, je vais essayer de vous montrer s'il veut bien reconnaître, mais j'ai pas l'impression qu'il veuille. Je vous ferai circuler pour vous montrer demain, pour le faire avec Acronis, directement par un programme qu'on appelle Medicat. Justement, c'est celui-là qui était branché. Alors, est-ce que j'arrive quand même éventuellement à le lancer tout de suite il devrait pas me rajouter. USB. Parce que du coup, Medicat, c'est qui se met sur une clé de boot qui possède beaucoup d'outils, notamment pour sauvegarder des machines et les réinjecter sur une autre machine. C'est ce que je me suis servi quand j'ai préparé un examen. Donc voilà.
l'autre jour. Et elle peut servir aussi pour la réparation, surtout plutôt sur du particulier qu'en entreprise, mais ça peut servir aussi en entreprise. On a des outils qui permettent de virer un mot de passe d'une partition, enfin d'une session sous Windows. Il doit y avoir aussi sous Linux. On se l'applique. Également, je me suis fait déconnecter. Donc non, il n'a pas envie aujourd'hui. De toute façon, c'est une journée qui n'a pas envie, donc non, je n'ai pas envie de mettre de reconnaître l'USB. Normalement, il est censé demander, mais du coup, qu'est-ce qu'il disait qu'est-ce qu'il disait? Oui. Donc on fera un essai de toute façon demain et j'essaie de vous pas faire passer sinon la clé Medicat. Sachant que donc j'ai le fichier et tout. Bon après il est trouvable sur internet. Si vous voulez faire une clé Medicat, ce qui peut effectivement toujours dépanner, il faut une clé par contre de 32 Go minimum. Donc, je sais pas après quelle taille de clé vous aviez pris au début là pour faire la clé de boot, mais en tout cas c'est 32 minimum pour faire le Medicat. Plus si vous voulez mettre d'autres systèmes d'exploitation pour le booter à partir de Medicat. Mais sinon, en tout cas, je vous le ferai passer, comme ça vous pourrez jeter un œil et tout sur comment ça, un peu le genre d'outil qu'il peut y avoir. Mais au moins déjà, ne serait-ce que pour le clonage et et de pouvoir virer les mots de passe, c'est pratique. Déjà. Et il y a différents autres outils d'analyse et tout qui se trouvent dedans. Du coup, bon, juste pour finir un petit peu, là, c'était pour parler de quelques petites différences. Donc là, par exemple, si je vous parle là, si je vous parle de masterisation, qu'est-ce que vous pouvez me dire là-dessus? Qu'est-ce que vous comprendriez? En fait, une masterisation ou faire un fichier master, c'est le résultat d'un sysprep ou d'une machine qui a été généralisée. C'est-à-dire une machine sur laquelle les éléments qui peuvent potentiellement risquer de faire doublon sur le réseau et tout ont été annulés. Les différents éléments de numéro de série générés automatiquement par Windows sont annulés pour que la machine soit vraiment anonyme. C'est l'état du
le but du système, c'est de pouvoir modifier et annuler ces éléments-là. Et donc ça, du coup, l'image master, elle, on peut la passer dans, dans le WDS. Du moment qu'il ne s'agit pas d'image de Windows 11. Mais et sachant que, une petite astuce aussi, si vous créez une clé de boot en utilisant l'ISO standard, donc il va vous mettre votre fichier boot.wim et install.wim. Et une astuce, si jamais vous avez fait du coup une image master d'une machine, sur la clé de boot que vous avez fait, vous supprimez le fichier install.wim et à la place vous remettez le fichier que vous avez, WIM qui a été généré par le sysprem et vous le nommez aussi install. Et dans ce cas-là, quand vous allez utiliser la clé de boot, vous allez booter et ça va installer directement l'image maître que vous avez fait. Donc ça, on va dire, c'est du coup la méthode la plus propre, on va dire, si on veut faire des installations pour être sûr qu'il n'y ait pas d'éventuels doublons de certains éléments. Après, il y a la deuxième chose, c'est le clonage. Donc ça, du coup, le principe, c'est de dupliquer un disque partition à un moment donné. Donc justement pour pouvoir la recopier éventuellement sur un autre disque si on a plusieurs machines identiques qu'on veut faire et tout. Mais potentiellement, du coup, dans certains cas, il peut y avoir quelques éléments au niveau de contrôle de sécurité, des fois, qui peuvent potentiellement poser un problème. À un moment, par exemple, j'avais cloné une image et du coup, qui avait déjà été connectée en SSH. Je lui ai changé son adresse IP. À partir du moment où j'ai changé l'adresse IP, comme du coup, ça ne collait plus avec le SSH, les informations, il a dit attention, il y a peut-être un hacker là, des choses bizarres. Donc c'est pour ça que des fois, en faisant le clonage, on peut rencontrer certains petits inconvénients, pas toujours forcément bloquants, mais potentiellement il y a une éventuelle possibilité d'un petit risque. Mais ça permet quand même de déployer rapidement des machines sans avoir tout un gros serveur à mettre en place et tout. C'est la société, c'est pas une grosse société ou quoi. Des fois, c'est pas forcément intéressant de faire ça. Ou si on veut juste upgrader la machine de quelqu'un mais qu'on veut pas tout réinstaller, et bah du coup on clone l'ancien disque vers le nouveau disque. Comme ça, il récupère déjà toutes ces données. Et donc du coup, après on peut la sauvegarde, on peut la faire, enfin la clone, on peut le faire régulièrement, ne serait-ce que pour garder du coup un système en sauvegarde au cas où. Parce que du coup, une machine physique, on ne peut pas faire un snapshot. Enfin, le clonage sur un disque externe peut permettre de faire un snapshot d'une machine physique avant de faire une certaine opération éventuellement qui pourrait risquer d'être délicate. Par exemple, s'il y a une grosse mise à jour et que vous voulez être sûr des choses et que vous ne voulez pas forcément utiliser le système de Windows, eh ben, vous pouvez utiliser le CloneZilla pour en faire une copie et si jamais il y a quelque chose qui se passe mal, vous restaurez le clone et après bah, vous bloquez la mise à jour pour être tranquille.
Et du coup, si je vous parle d'ISO, qu'est-ce que vous me dites? Ou qu'est-ce que vous m'écrivez? Effectivement, c'est une image disque, mais plus précisément, en général, c'est l'image d'un CD ou d'un DVD en général. Et donc, en général, ça va plutôt servir à installer des programmes, démarrer système d'exploitation. Ça n'a rien à voir du coup avec la sauvegarde. Voilà. C'est ces trois petits points qu'il faut bien comprendre et pas mélanger. Parce que c'est déjà arrivé que les jurys posent la question dessus un peu entre ces trois éléments pour voir si justement les gens se sont pas mélangés. Après, comme je disais tout à l'heure, si vous faites un sysprep, que vous arrêtez la machine parce que le disque est prêt, et qu'après vous bootez avec Clonezilla ou avec Acronis, là, dans ce cas-là, on est quand même sur un clone d'un master. Donc, ça sera quand même une image master que vous allez cloner. Mais la base du clone, le clonage de base, si on n'est pas sur un disque qui a été préparé spécifiquement, c'est un disque qui n'est pas généralisé, donc il peut y avoir des informations potentiellement qui peuvent se retrouver en double sur le réseau. C'est pour ça que quand vous faites un clone, il faut bien penser tout de suite, ou même avant de le brancher au réseau, à changer les éléments comme le nom, par exemple, le nom de la machine. Parce que sinon, toutes vos machines vont avoir le même nom. Alors que sur une image masterisée que vous finissez après avoir fait le clonage, les machines n'auront pas le même nom parce qu'il va générer un nom directement au moment où vous allez finir l'installation. J'avais commencé à regarder un truc sur les fichiers de réponse. Mais ça n'avait pas bien marché l'autre fois. Faut que je refasse un petit essai. Donc je sais pas, je suis pas sûr qu'on le fasse forcément avant le stage. Si je peux, je le fais. Sinon, tu m'y fais repenser quand même pour aussi après. Si j'ai pas eu le temps ou que j'ai pas réussi à bien le tester. Faut que je le reteste avant. Mais l'autre fois quand j'ai essayé, il y a eu un truc qui est pas passé. Donc, mais on pourra essayer de voir ça. Et après, dans l'idéal, il faudrait carrément que je vous montre, parce que ça va avec les fichiers de réponse, et c'est ce qui tend à se développer de plus en plus. C'est ce qu'on appelle le MDT. Les courses de déploiement toolkit. Il est possible que certains, éventuellement en stage, tombent dessus ou sur des images préparées par ce biais-là. Et c'est effectivement moins intuitif. C'est plus puissant, mais c'est beaucoup moins intuitif que du WDS ou même du WDS plus 6. Mais par contre, si vous avez des Windows 11 effectivement à déployer un peu en masse et tout, c'est par lui qu'il va falloir passer.
Donc en fait, du coup, en utilisant ça, on va générer plus ou moins des fichiers de réponse directement et des ordres d'étapes à respecter. Et donc, ouais, je vais essayer de voir ça. Je garantis pas forcément avant le stage là, mais on va essayer de jeter un œil. Donc voilà. Mais c'était pour dire de ces trois trucs-là, ne pas mélanger. De toute façon, j'ai mis un document là-dessus aussi. J'ai mis un petit document normalement sur le Cloud IA. Des tutos pas que j'ai fait, mais si vous voulez jeter un œil un petit peu quand même déjà. De toute façon, on fera un petit essai demain comme ça si vous essayez vous-même et que comme ça je sois là s'il y a des questions et autres. Du coup, des questions sur sur les différents éléments qu'on a vus aujourd'hui. Ok. Oui, non, j'ai mis une signature. Du coup, vous penserez à signer aussi. Je sais pas, ce matin, il y en a qui n'ont pas été signés. Bon, bah, sinon, donc, on voit ça demain, là. Pas commencer à avoir quelque chose là de toute façon. Donc, je vous dis à demain et bonne soirée sur place.